J'ai eu la chance de pouvoir décliner un large spectre des métiers de la géographie. D'abord chercheur et professeur dans les lycées puis à l'université, conférencier, rédacteur de thèses et d'articles et d'ouvrages, consultant, diplomate. Et donc, au début du confinement, il m'est venu l'idée de procéder à ce que les militaires appellent un rétex, un retour d'expérience. Les diplomates ne font jamais ça, parce que quand ils perdent une négociation, c'est parce que la partie adverse est perverse. Lorsqu'ils la gagnent, c'est parce qu'ils sont les meilleurs. Les militaires ont beaucoup plus d'honnêteté intellectuelle à cet égard pour évaluer une opération qui marche ou qui ne marche pas. Très heureux de cette invitation à l'École normale Blomet. J'observe que nous sommes dans la salle Charles Baudelaire. Me revient donc une citation, je ne savais pas que nous serions dans cette salle, une citation qui m'a toujours inspiré et je pourrais même terminer ma conférence quand vous l'aurez écoutée. Je cite Charles Baudelaire. « À l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. » L'univers d'un enfant, d'un jeune garçon dans les années 50-60, c'est Tintin, c'est les Atlas, c'est Jules Verne, rien d'original. On avait la chance de ne pas avoir la télévision. Donc on était obligé de lire les cartes, d'écouter la radio de temps en temps, surtout quand on pouvait discuter des affaires internationales en famille. Donc je suis très sensible à cette invitation. C'est la première fois que je suis invité à faire une brève conférence, au fond, sur mon parcours personnel. Et c'est évidemment un effet du confinement, puisque brusquement, j'ai été, comme tout le monde, obligé de cesser de voyager. J'ai même annulé un voyage au Cambodge 2 jours avant mon départ. J'ai ainsi évité une quatorzaine dans le charmant aéroport de Bangkok. Et donc, j'avais déjà l'idée d'écrire un livre plutôt sur la géographie, mais ça n'accrochait pas. Et je me suis mis à établir une chronologie, ce qui est assez compliqué, avec retrouver des dates, des articles, des ouvrages, les tampons et les visas des passeports, mais je n'avais pas tout. J'ai commencé par la chronologie. Et puis après, un découpage plus ou moins temporel, mais pas complètement. Et surtout un découpage plus thématique pour relater un parcours dans une logique qui est la même que celle de l'invitation de ce soir par le professeur Pierre Verluise, qui est la logique de la transmission. Bon, 50 ans de pérégrination, voilà, moi je suis né en 1946, donc j'ai déjà un certain parcours derrière moi, hein, et en tout cas beaucoup plus long que le peu qui reste. Ce que le moine Cassiodore appelait au VIe siècle, lorsqu'il voulait inviter les moines à la méditation, la peregrinatio in stabilitate, la pérégrination dans la stabilité physique, avec ses livres, ses atlas, ses souvenirs, sa mémoire. Ce qui est l'occasion d'une méditation. Donc, cet ouvrage, ce n'est pas une autobiographie en tant que telle, si vous voulez, il n'y a pratiquement rien de très personnel, sauf au début et à la fin, personnel en tête privée. Hein. Mais c'est plus, j'ai presque envie de dire, un éloge de la géographie. Géographie que je considère comme active, au sens de la lecture raisonnée des cartes, des voyages, des enquêtes sur des terrains variés, des entretiens avec des acteurs, les uns intéressants, admirables, les autres détestables, des criminels,
ou des futurs criminels de guerre, pour écrire des articles, des rapports de mission destinés à des décideurs, la plupart du temps, des conférences, des atlas, etc. Donc j'ai eu la chance de pouvoir décliner un large spectre des métiers de la géographie. D'abord chercheur et professeur dans les lycées puis à l'université, conférencier, rédacteur de thèses et d'articles et d'ouvrages, consultant, diplomate. Et donc, au début du confinement, il m'est venu l'idée de procéder à ce que les militaires appellent un rétex, un retour d'expérience. Les diplomates ne font jamais ça, parce que quand ils perdent une négociation, c'est parce que la partie adverse est perverse. Lorsqu'ils la gagnent, c'est parce qu'ils sont les meilleurs. Les militaires ont beaucoup plus d'honnêteté intellectuelle à cet égard pour évaluer une opération qui marche ou qui ne marche pas. Ça peut être une panne d'essence, une tempête de sable pour les hélicoptères, peu importe, une mauvaise décision, un ordre mal transmis ou un ordre mal conçu. Et j'aime beaucoup cette discipline du retour d'expérience. Il y a à l'école militaire un groupe d'officiers, plus de 60, qui passent son temps à faire des analyses des opérations en cours, pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et réintègrent ensuite ça dans leur processus de décision. Donc c'est un peu un retour d'expérience, pas de complaisance, pas de concession, pas d'autocritique. Mais la première chose qui m'est apparue, c'est que souvent on est amené à prendre des décisions ou des positions en toute ignorance de cause. Alors je vous donne un exemple personnel. J'ai employé le mot géopolitique en France parmi les premiers en 1972. C'est un mot que j'ai trouvé en allant en mission en Amazonie. Je ne cherchais pas des papillons, mais j'ai trouvé un texte des militaires brésiliens de l'époque qui avaient le pouvoir, qui s'appelait Geopolítica do Brasil. Et j'étais envoyé par un directeur de recherche pour travailler comme lui sur les fronts pionniers agricoles en Amazonie. Et quand je suis revenu, je lui ai dit, mon cher professeur, Pierre Monbeg, directeur de l'Institut d'Amérique latine, ce que j'ai vu, ça ne ressemble absolument pas à ce que vous avez fait, vous, dans les années 30, sur le front du café à São Paulo, hein, la grande époque du café, hein, les fronts pionniers, qui était déjà un thème classique de la géographie dans les pays du tiers-monde. C'est de la géopolitique au sens où il y a une politique à Brasilia de transférer les paysans pauvres du Nord-Est qui vont se révolter vers des terres peu peuplées et infestées de moustiques en Amazonie. Alors il m'a dit, oui, oh là là, attention, oui, vous pouvez employer ce terme, mais soyez prudent. Donc je l'ai quand même employé, mais j'étais prudent parce qu'en fait, je ne connaissais pas l'histoire de la géopolitique allemande de l'école de Munich des années 30. Je ne connaissais pas le dialogue qui s'était instauré, qui s'est d'ailleurs très mal terminé, entre les géographes de l'école de Munich, les militaires et le parti nazi. Mais il y a eu une utilisation pratiquement de toutes les sciences et de tous les savoirs dans les époques, dans cette époque épouvantable. Mais j'ignorais tout ça. J'ignorais tout ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ignore en diplomatie. Quand on a négocié, je parle sous le contrôle de Pierre Conessa, qui est ici présent, ancien fonctionnaire du ministère de la Défense, quand on a négocié les processus de Rambouillet entre les Serbes et les Albanais du Kosovo pour essayer de mettre fin à ce conflit stupide et à essayer de trouver une solution de compromis, nous ne savions pas que les Américains avaient le projet d'installer une très grande base militaire à côté de Pristina. On l'a su beaucoup plus tard. Donc, si vous voulez, de même que nous ne savions pas, nous Français, de ce qui allait se passer entre Canberra, Washington et Londres. On ne le savait pas. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de décisions qu'on prend en toute méconnaissance de cause. Il faut accepter cette ignorance, même si la géographie permet souvent, j'en suis absolument convaincu, la lecture des cartes permet d'anticiper, mais une lecture des cartes qui n'est pas une lecture satellitaire vue d'en haut, une lecture du mouvement. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, puisque le cœur de mon propos, c'est vraiment cette interaction entre géographie et politique. Il y a une autre leçon, je trouve, en matière de relations internationales, qui est un peu ma seconde passion après la géographie, c'est que les États sont motivés par des intérêts, qu'il y a des invariants dans des logiques de puissance, au fond, souvent les diplomaties cherchent moins à régler les crises qu'à en tirer parti.
Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je n'étais évidemment pas sous la table à l'Élysée au moment de la conversation entre le président français et le président américain, mais, lapsus que vous allez comprendre tout de suite, je suis convaincu que l'argument de contrer la Chine en Afrique a été utilisé pour obtenir un renforcement du soutien militaire américain aux forces françaises. C'était le seul argument qui marchait. La Chine. L'obsession chinoise a été mobilisée. Une des choses qui est frappante en géographie, je vais préciser progressivement, je vais mettre en place progressivement avec vous ma conception de la géographie. C'est la place des cartes mentales, des représentations. Louis XIV a passé son temps à guerroyer pour atteindre les frontières dites naturelles, les Pyrénées, les Alpes. Alors dans la frontière du Nord, c'était plus compliqué parce que là, il n'y a pas de limite qui s'impose. Il y avait le Rhin, mais pas au Nord. Donc il y a eu Vauban, la frontière de fer. Mais d'où ça vient tout ça? D'où ça vient? Surtout qu'il regrette à la fin de sa vie d'avoir fait la guerre trop souvent. Ben, ça vient de ce que les précepteurs oratoriens et jésuites lui ont raconté quand il était petit. Il a étudié ce qu'on appellerait aujourd'hui la géographie politique dans la guerre des Gaules de Jules César. Et c'est Jules César qui définit déjà les contours de la Gaule pour se protéger des Germains ou des Visigoths, hein, mais surtout des Germains, excusez-moi, des Germains. Et donc vous avez comme ça des récits historiques. Ne parlons pas du rôle d'Alexandre le Grand dans la formation des hommes politiques, y compris Napoléon, et De Gaulle même fait référence à plusieurs reprises à Alexandre le Grand. Vous avez des récits. Dans le bureau de Vladimir Poutine à Moscou, au Kremlin, il y a une grande statue de Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg. Et donc j'ai eu l'idée cet été de lire une biographie de Pierre le Grand. Parce que c'est la matrice, une des matrices de la pensée géographique russe, stratégique devrais-je dire, les Russes ayant d'ailleurs une excellente école de géographie et de stratégie. Ça vient de là. J'ai relu aussi les mémoires de Gaulle du général de Gaulle. Tout à fait passionnant. La vision de la longue durée, mais aussi l'espace. J'ai découvert que, contrairement à ce que je pensais initialement dans mon ignorance, il n'est pas resté très longtemps à Londres. Il a passé son temps en Afrique et au Moyen-Orient pour mobiliser l'Empire. Il est resté 2 fois plus de temps dans le Maghreb, en Afrique centrale et au Proche-Orient qu'à Londres. Mais il a beaucoup de mal à expliquer à Roosevelt, devant les revendications territoriales exorbitantes de Staline, il dit un jour à Roosevelt, Pierre le Grand aurait choisi les mêmes frontières que Staline. Vous voyez, donc, le rôle des représentations, c'est fondamental quand vous écoutez Erdogan et le rêve néo-ottoman, Poutine et la réorganisation du monde russe, je parlerai de la Chine tout à l'heure, tout ceci, c'est toujours actuel. C'est pour ça qu'on a la chance en France, dans la structuration de nos enseignements secondaires et supérieurs, d'articuler histoire et géographie. C'est une faiblesse parce que les géographes sont minoritaires, mais c'est une force dans le raisonnement. Et je conclurai là-dessus. Il faut que nous articulions le temps et l'espace. Et c'est pour ça que j'étais intéressé de réfléchir en conclusion de cet ouvrage sur la longue durée, parce que 50 ans, en 50 ans, vous avez le temps de voir le film se dérouler. Il y a des tas de choses que vous voyez, que vous ne voyez pas si vous vous en tenez à la dernière image de la télévision. Donc, ça c'est un deuxième point, le rôle des représentations, y compris le rôle négatif des représentations. Et puis la troisième leçon, mais pour moi c'est la leçon centrale, c'est l'efficacité de l'analyse géographique, de la lecture des cartes, du jeu des échelles. Hein, un géographe est quelqu'un qui est capable de jouer sur les échelles pour diagnostiquer une situation, pour anticiper des évolutions. Hein, et je cite de nouveau Pierre Conessa, quand il était en charge de la nouvelle délégation aux affaires stratégiques, le premier dialogue et la première coopération que nous avons eue, c'était sur la cartographie. Parce que, au ministère de la Défense, on pensait qu'une analyse cartographique aux bonnes échelles de la part de chercheurs indépendants apportait des éléments pour, au fond, anticiper, faire des scénarios.
Quand j'étais plus jeune professeur, je disais souvent que la grande différence entre un historien et un géographe, quand il analyse une situation concrète localisée, c'est que, sauf nouvelles archives, l'historien sait comment ça s'est passé. Hein, on connaît la fin du film. Un géographe qui s'occupe de questions politiques contemporaines, il est au milieu du film. Il ne connaît pas la fin du film. Et donc la seule possibilité pour anticiper et éventuellement assister les décideurs, c'est quoi? C'est de faire des scénarios. Ça peut être un happy end, style Netflix, ça peut être une catastrophe, Netflix encore, ou une situation intermédiaire. Il faut scénariser. Et avec la cartographie, souvent, mais aussi la connaissance des acteurs et de leur carte mentale, on peut, me semble-t-il, j'en ai eu plusieurs preuves, essayer de scénariser. Donc ma conception de la géographie, c'est une conception active. La géographie, qu'est-ce que c'est? Gay, Graphène, Strabon, Hérodote, mais surtout Strabon. L'histoire, c'est l'enquête. Historio, c'est j'enquête, Hérodote. Strabon, c'est la géographie de l'Empire romain. Gay, Graphène, décrire le monde connu. Cartographier le monde, dessiner le monde. La cartographie, c'est très important parce que ça permet de rendre lisible ce qu'on ne voit pas quand on est sur le terrain. Comme disent les stratèges, ça permet de regarder derrière la colline. On ne sait pas ce qu'il y a derrière la colline. Donc la géographie, dessiner le monde, connu, c'est toujours valable. Sauf que, comme je viens de le dire, elle est à la fois objective et subjective, parce qu'elle est sélective. Et donc une carte, ce n'est pas une image qu'on regarde comme sur un écran de télé, c'est un document à lire, sélectif, on ne peut pas tout représenter, et ce qui compte dans une carte, c'est la légende. Légende, gérondif latin, legenda. Une carte est à lire. Vous voyez que les cartes anciennes avaient beaucoup de noms, y compris barbares et diables étrangers, dans les blancs qu'on ne connaissait pas. Hein, il y avait des figures affreuses, des dragons, des je ne sais pas quoi. Hein, mais on savait qu'on ne connaissait pas ce qui était au-delà des océans et de l'horizon. Et donc, il faut avoir conscience de ce qu'on ne connaît pas, mais cette capacité d'anticipation, de lecture du mouvement de la carte, la stratégie c'est le mouvement, est tout à fait fondamentale. Alors maintenant, je voudrais en venir à cette articulation géographie politique. Alors il y a des phrases célèbres qui se répètent en boucle et qui, à force d'être répétées, déformées, deviennent incompréhensibles parce qu'on a oublié les circonstances de leur formation. Hein, c'est comme Jean Monnet aurait dit, si c'était à recommencer, je commencerais par la culture pour la Commission européenne. Jean Monnet n'a jamais dit ça. Et ce n'est pas lui qui l'a dit, c'est Hélène Arvelet, recteur de l'Académie de Paris, dans un déjeuner avec François Mitterrand. Hein, mais on fait semblant de croire que, comme Hélène Carrère d'Ancos, on lui attribue beaucoup de choses sur le pronostic de la chute de l'Union soviétique, sauf qu'elle n'a pas pointé au bon endroit. Elle a pointé en Asie centrale. Mais vous avez des pronostics faux qui circulent en boucle, qui s'installent dans une paresse intellectuelle ambiante. Alors, cette phrase standard, c'est la politique des États dans leur géographie. Personne n'a jamais dit ça. Donc j'ai fait des recherches à la Fondation Napoléon. Et j'ai retrouvé, en effet, dans une lettre du 19 Brumaire en 13, c'est-à-dire du 10 novembre 1804, vous l'avez deviné tout de suite, écrite par Napoléon à Frédéric Guillaume III, roi de Prusse. Et il essaye d'expliquer qu'on a un problème avec le tsar Alexandre, parce que le tsar Alexandre veut se mêler des affaires européennes. Et Napoléon craint même une alliance entre Alexandre et la Prusse, ce qui provoquerait un déséquilibre en Europe dans la lutte de Napoléon contre la perfide Albion et éventuellement contre l'Autriche-Hongrie. Alors je le cite parce que j'ai voulu restituer le contexte. La phrase de Napoléon n'est pas celle que je viens de dire. Après les relations qui avaient eu lieu entre l'empereur Alexandre de Russie et moi, il est des choses qu'il n'eût jamais dû se permettre. Il s'était vu à Tilsit, hein, sur un radeau. Mais sans doute qu'un jour, cette puissance sentira que si elle veut intervenir dans les affaires d'Europe, autrement dit pour Napoléon, la Russie ne fait pas partie de l'Europe, en 1804, hein, elle doit adopter un système raisonné et suivi
et abandonner des principes uniquement dérivant de la fantaisie et la passion. C'est la Sainte Alliance qui est derrière ça. Car la politique de toutes les puissances est dans leur géographie. Quand Napoléon écrit ça au roi de Prusse, c'est pour lui dire qu'Alexandre doit se mêler de ce qu'il regarde, si j'ose dire, et comme il ne fait pas partie de l'Europe, il ne doit pas se mêler des affaires européennes. Donc c'est très intéressant de restituer le contexte. Ce n'est pas une phrase qui doit devenir un proverbe déterministe. C'est ça le risque du proverbe, c'est le déterminisme, c'est l'explication déterministe, unilatérale. Hein? Il me reste à désirer que votre Majesté, Frédéric Guillaume, soit aussi satisfaite de mes sentiments que je l'ai été de ceux qu'elle a bien voulu m'exprimer. Donc il ne faut pas, dit Napoléon au roi de Prusse, que le tsar se mêle des affaires européennes par des conquêtes, des alliances, des rives de la Baltique à la Méditerranée, alors que le tsar voulait forcer la porte du concert européen. Et donc Napoléon convoque la géographie. D'ailleurs, il voulait créer une école de géographie dans la future école normale supérieure. Il n'a jamais eu gain de cause. Alors c'est d'autant plus intéressant que la place de la Russie depuis 1804 dans le concert européen n'a jamais trouvé de solution viable. Il y a eu l'alliance franco-russe contre l'Allemagne, il y a eu Staline qui a lui trouvé une solution en prenant la moitié de l'Europe, et aujourd'hui on voit très bien que les rapports entre l'Union européenne et la Russie sont dans une impasse. Rappelez-vous comment le ministre russe des Affaires étrangères, qui est en poste depuis 18 ans, Sergueï Lavrov, a humilié le haut représentant chargé de la politique extérieure de l'Union européenne, l'admirable Joseph Borrell, que j'ai la chance de connaître, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères. Pour la Russie, l'Union européenne, ça n'existe pas, ou plutôt ça ne doit pas exister. Il n'y a que l'Allemagne, la France, l'Italie et quelques autres. Cette formule napoléonienne, elle a été reprise par le général de Gaulle, qui n'était pas général à l'époque, et qui enseignait à l'école de guerre. Et donc c'est à l'école de guerre que la formule a fait florès. Et quand vous lisez L'Armée de métier, qui est un texte formidable dans l'introduction et les premiers chapitres en matière d'analyse géographique, Napoléon dit, il transforme la formule de Napoléon, excusez-moi, Charles de Gaulle transforme la formule de Napoléon et il écrit la politique d'un État et dans sa géographie. De quoi veut-il parler? Plus du tout de la Russie, ni de l'équilibre européen. Il fait une analyse des vulnérabilités du territoire français face à l'Allemagne. Hein, l'armée de métier, c'est 1935. Et il est à ce moment-là, il enseigne à Coët-Quidan. C'est un commentaire de carte. Hein, et au fond, c'est pour ça qu'il veut une armée de métier dotée de chars mobiles pour compenser ce qu'il appelle les vulnérabilités du territoire français, en particulier l'absence de lignes de défense, même dans les Ardennes, et le fait qu'une grande partie des ressources naturelles de la France, le charbon et le fer, se trouvent à la frontière. Alors que la Ruhr, c'est beaucoup plus loin. Il y a une dissymétrie dans la géographie des ressources. Et donc, il veut moderniser l'armée pour compenser la vulnérabilité de la géographie de la France du front nord-est. Et puisque je suis un vieux monsieur, et que j'ai retrouvé récemment des archives familiales sur la Seconde Guerre mondiale, vues par la famille, avec tous les drames que vous pouvez imaginer, le 18 juin 1940, c'est un discours formidable pour un géographe. Parce que il s'oppose au régime de Vichy, par quoi? Par l'échelle géographique choisie. Pas seulement par ça, bien entendu. L'échelle. Pour Pétain, c'est la troisième phase d'un conflit franco-allemand. Vichy raisonne à l'échelle franco-allemande, à l'échelle carolingienne. On a perdu la première, on a gagné la seconde, on a perdu la troisième. Armistice, on se prépare pour la suivante. C'était ça le raisonnement. De Gaulle ne raisonne plus du tout à cette échelle franco-allemande carolingienne. Il raisonne à quelle échelle? Il raisonne à l'échelle mondiale. Sur la base de ce qu'il appelle l'industrie mécanique des États-Unis,
Et il a raison, alors qu'il n'a aucune information des décisions américaines à l'époque, qui d'ailleurs n'existent pas pour l'entrée en guerre, et il raisonne à l'échelle de l'Empire français. Et c'est pour ça qu'il va passer plus de temps dans l'Empire qu'à Londres. Et en fait, il a marché. Moi, j'habitais à Montrouge, près de l'avenue du Maréchal Leclerc, à l'époque générale, qui est entré à Paris le 25 août 1944 en venant du Tchad, avec de l'âtre. Donc il a choisi la bonne échelle en disant c'est une guerre mondiale, et comme c'est une guerre mondiale, on va gagner alors qu'on a perdu la bataille franco-allemande. Vous voyez, comme quoi le choix de l'échelle est quelque chose de tout à fait fondamental. Choisir l'échelle pertinente, de même qu'il faut choisir la bonne période de temps. On ne peut pas limiter la politique américaine en Afghanistan à la première image du chaos à Kaboul. On s'est précipité là-dessus pour parler de débâcle, alors que c'était une décision négociée depuis un an et demi et qui a été appliquée avec quelques semaines d'avance, parce qu'il ne fallait pas que ça coïncide avec le 11 septembre. C'est tout. Alors c'est vrai que les premières images étaient chaotiques, mais enfin, est-ce que le rapatriement des pieds noirs en 1962 était bien organisé ? Est-ce que l'exode, etc. Vous voyez, il faut arrêter avec cette espèce d'hégémonie médiatique du court terme. La bonne échelle de réflexion, c'est pas ça. C'est l'échec du nation building sur 20 ans. Ça, c'est la bonne échelle de réflexion, l'échelle de temps. Et puis, le dernier point, je me réfère à un géographe que j'admire beaucoup, qui n'est plus là, Jean Gottman, qui est quelqu'un qui a été marginalisé par l'université française parce qu'il a beaucoup travaillé avec le département d'État pendant la guerre, aux États-Unis, sur toute une série de sujets, mais il m'avait raconté tout ça lorsqu'il dirigeait la faculté de géographie à Oxford. Et lui, il a beaucoup travaillé dans un texte que je vous invite à lire, qui s'appelle « La politique des États et leur géographie », la politique des États et leur géographie, sur le fait que l'espace géographique est essentiel parce qu'il coïncide avec l'espace politique. Et il a deux concepts clés, enfin il y en a trois, mais il y en a deux qui sont importants, et que je reprends actuellement dans toute une série d'articles dans Politique étrangère et dans la Revue internationale et stratégique. C'est le concept de circulation des hommes, des biens, des marchandises, des idées, bien entendu aujourd'hui, mais aussi le cloisonnement. La construction nationale, elle cloisonne. Le marché ouvre et fait circuler. Là, on a cloisonné le monde depuis 1 an et demi pour de bonnes raisons. On a cloisonné le monde comme ça ne s'était jamais produit. Et du coup, on remet en cause les excès de ce qu'on appelle la mondialisation, qui est simplement une circulation à l'échelle mondiale, d'une réorganisation des chaînes de valeur. On est en train, et on en verra les effets dans 5 ans, de réorganiser les chaînes de valeur sur une base plus régionale pour diminuer la dépendance. On a un peu plus de cloisonnement maintenant et un peu moins de libre-échange. On a un peu plus de frontières et un peu moins de mondialisation limitée. Il insiste également, Jean Gottman, à partir de son expérience balkanique, sur ce qu'il appelle l'iconographie, les représentations. Parce que quand les colons serbes, autrichiens s'installaient dans des terres dévastées en Ukraine ou en Serbie, en Voïvodine, il y avait toujours devant le pope avec les icônes. Donc il a parlé d'iconographie, mais en fait c'est tout le réseau de symboles dans lesquels on croit. Et souvent, les idées géographiques sont parfois de l'ordre de la croyance. Le réchauffement climatique, c'est non seulement une donnée scientifique, mais c'est en train de devenir une croyance. Vous voyez je ne la critique pas, hein, c'est un fait, mais il y a des idées extra-scientifiques, si j'ose dire. Donc, et puis il faut se rappeler le rôle des géographes dans les règlements internationaux, y compris aux États-Unis. Hein. Alors ça, c'est un premier sujet de réflexion. Je voudrais en avoir un second. C'est est-ce que la géographie inspire le pouvoir ou pas? Je voudrais essayer de faire une liste à 2 colonnes, si vous voulez. Il est clair que dans le passé, l'essor de la géographie en Europe a été lié, à la construction nationale, hein, les cartes de France, les cartes de l'Empire. Je crois qu'on n'a plus ça maintenant, on a quand même encore des cartes de l'Europe.
hein, mais on a quelquefois une difficulté à articuler construction nationale et construction européenne, et bien sûr au projet impérialiste. Hein. Et c'est assez frappant de voir que les puissances révisionnistes aiment beaucoup recourir à la cartographie. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Les sociétés de géographie offraient des tribunes aux explorateurs et souvent les finançaient. Quand Lévi-Strauss, au début de Triste Tropique, sa première phrase, grand voyageur, grand explorateur, dit « Je hais les voyages et les explorateurs », il ne parle pas de ce qu'il fait lui-même chez les Tupi-Guarani, il parle de la salle Pleyel, de la géographie en chambre, mais enfin c'est quand même utile. On va fêter le bicentenaire de la Société française de géographie, boulevard Saint-Germain, malheureusement le thème retenu c'est la gastronomie. Hein, la politique est toujours évacuée de la géographie française. Mais la géographie aujourd'hui, la cartographie, peut servir des projets néo-impériaux pour les justifier. Alors la Chine, par exemple, a clairement aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler la politique de sa géographie, avec une double ouverture, Asie centrale, jusqu'au marché européen. Hein, c'est ce qu'on appelle, nous, à tort, les routes de la soie, parce que les Chinois n'emploient pas cette expression, mais ils nous ont intoxiqués parce que nous l'employons, parce que c'est tellement bien les routes de la soie, c'était formidable, c'est tellement beau, bon, tellement harmonieux, hein, à l'époque de la paix mongole. Hein. Eux, ils parlent une ceinture, une route, Idai, Ilou. Ils ne parlent jamais des routes de la soie, sauf dans un sens historique. Bon, c'est un projet tout à fait intéressant parce que les Chinois semblent être aujourd'hui à peu près les seuls à avoir une stratégie à l'échelle mondiale. Et puis il y a ce qui cause le conflit à venir avec les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument desserrer l'étau de l'accès à la haute mer à partir de leurs côtes, car si vous regardez en détail des cartes bathymétriques de la mer de Chine et des mers avoisinantes, du Pacifique occidental, vous verrez que souvent elles sont très peu profondes, parce qu'il y a l'accumulation des alluvions des grands fleuves et des grands bassins fluviaux. Donc les Chinois ne peuvent pas sortir de leur base navale sans être repérés tout de suite, parce qu'il n'y a pas de fosse sous-marine à proximité. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est le contrôle des accès des fosses sous-marines qui, comme par hasard, se trouvent au sud de la mer de Chine, au sud de Taïwan, au nord de Taïwan et au sud des îles japonaises revendiquées par la Chine. C'est ça l'enjeu. Pas de déterminisme dans tout ça. Mais il est évident que les dirigeants chinois veulent faire partir la 6e flotte. C'est évident, c'est inscrit sur les cartes. D'ailleurs, ils ont publié une nouvelle carte qu'un attaché militaire naval à Pékin, à l'ambassade, m'avait fait connaître et m'avait acheté dans une librairie, où vous voyez une représentation de la Chine qui inclut la mer de Chine méridionale, que les Vietnamiens appellent mer de l'Est, dans un format où la Chine n'est plus représentée, si vous voulez, de manière un peu horizontale, mais verticale. Alors, on n'a pas le temps de présenter ça, mais vous pouvez la retrouver. Donc il y a une nouvelle cartographie des ambitions chinoises. Et un jour, j'ai visité le musée national d'Hanoï. Il y avait d'ailleurs beaucoup de classes avec des enfants très sages qui prenaient des notes. Eh bien, vous avez une carte du Pacifique occidental et ça s'appelle la mer de l'Est. C'est la même mer, hein. Mer de Chine du Sud, mer de l'Est. Bon, golfe Persique, golfe arabo-persique, pour ne pas être embêté, on dit golfe. Hein? Vous allez au Maroc, je ne sais plus ce que je faisais au Maroc, l'ambassadeur me dit « Est-ce que tu as les bonnes cartes ?» Et je m'étais rendu compte que sur mes cartes de la Méditerranée, j'avais marqué la limite du Sahara occidental. Il me dit « Si tu fais ça, tout le monde va partir. » Donc l'après-midi, on a gommé très courageusement, j'avais honte, on a gommé la limite. Oui, c'est pas bien, mais en même temps, je voulais quand même faire la conférence. Alors j'espère qu'ici, il n'y aura pas de problème de ce genre. Les projets révisionnistes russes et turcs, ils s'appuient sur des cartes mentales. Hein? Et il y a même, on voit toujours Erdogan ou son vice-président, Fouad, devant des cartes, hein, avec leurs grandes opérations de tentatives de reconquête de la Méditerranée orientale et de la mer Égée. C'est vrai que la frontière de 1923 ne leur est pas très favorable, mais à l'époque, ce n'était pas leur problème. C'était l'Anatolie.
Ce n'était pas la mer Égée. Aujourd'hui, ça le devient. Donc, il y a un révisionnisme. Erdogan dit il faut déchirer les traités. L'Ukraine, vu de Moscou, ça n'existe pas. Poutine dit la nouvelle Russie. Nova Russia. C'était le terme de Catherine II, dans un espace dévasté par les 13 guerres russo-turques du XVIIIe, repeuplé par Catherine, la nouvelle Russie, etc., etc. On mobilise les géophysiciens russes pour revendiquer la russitude du pôle Nord, etc., etc. Le président kazakh raisonnait géographiquement sur l'Eurasie. En Israël, on raisonne sur l'archéologie biblique et les cartes bibliques. L'Égypte, le Nil, l'Égypte est un don du Nil, sauf que les Éthiopiens construisent le barrage Renaissance sur le Nil bleu, etc., etc., etc. Alors, il arrive aussi que la géographie n'inspire pas le pouvoir. 2 jours après sa réponse favorable à l'invitation d'Hitler à une rencontre au sommet de Munich relative aux intentions expansionnistes de Berlin en direction du Sudète. Vous savez, ces régions du nord de la Tchécoslovaquie peuplées d'Allemands, une région de Bohême, Neville Chamberlain, un grand ministre illustre des Affaires étrangères, non, Premier ministre du Royaume-Uni, excusez-moi, déclare à la BBC « Il est vraiment horrible, fantastique et incroyable d'essayer ici des masques à gaz à cause d'un conflit dans un pays lointain entre des gens dont nous ne savons rien. » Vous voyez, ça c'est les accords de Munich. Donc quand vous allez là-bas dans cet état d'esprit, l'accord de défense franco-britannique avec la Tchécoslovaquie, il est déjà mort. Bon, je ne parle pas des rapports des États-Unis au monde, mais enfin, il y a 2-3 exemples, dont un m'a été donné ce matin. Lorsque Jacques Chirac, début 2003, essaye d'expliquer en tête-à-tête à George Bush ce qui va se passer en Irak s'il y a une intervention militaire américaine, Bush ne sait pas ce que c'est que des chiites et ne connaît pas l'influence religieuse de Téhéran dans les lieux saints irakiens de Nadjaf et Kerbala. Et il n'accepte pas l'idée que l'intervention militaire américaine anti-Saddam et anti-iranienne va donner le pouvoir à l'Iran. Ce avec quoi les Irakiens se débattent aujourd'hui. Je fais très vite, mais c'est toujours l'idée géographique. On m'a donné ce matin un exemple à propos du livre de quelqu'un d'horrible, Paul Bremer, proconsul, l'homme à qui nous devons Daesh, n'est-ce pas, celui qui a détruit l'armée irakienne et son état-major et le parti Baas. Les Américains font des erreurs, les Européens en payent les conséquences. Première phrase du livre de Paul Bremer, nommé proconsul à Bagdad avec les pleins pouvoirs. Il dit « J'arrive à Bagdad, je ne savais pas situer l'Irak sur une carte. » C'est pas moi qui dis ça. Vous comprenez? La géographie n'inspire pas le pouvoir. J'ai presque envie d'arrêter là, si vous voulez, en concluant un peu sur la... Quand on discute de défense européenne en ce moment, on a un exercice qui a commencé sous présidence allemande de l'Union européenne qui s'appelle la boussole stratégique. Moi, j'aime bien cette expression. Donc, les services de renseignement européens ont partagé leurs analyses. Nous n'en connaissons pas les résultats pour l'instant. Tout ça se passe dans le cadre du service européen d'action extérieure. Le problème de la défense européenne, ce n'est pas seulement un problème de quincaillerie militaire ou de programme commun. Il y en a. C'est un problème de convergence ou de divergence des visions, des cartes, lesquelles, j'espère vous en avoir convaincu, sont fondées à la fois sur la mémoire du passé et sur la géographie. Il est évident qu'on ne voit pas la menace russe de la même façon à Riga, où j'étais ambassadeur, et à Lisbonne. Comment voulez-vous avoir un agenda stratégique commun fondé sur une telle dispersion légitime des enjeux géographiques? C'est pour ça que je suis relativement pessimiste sur la possibilité un jour d'avoir une stratégie commune fondée sur une évaluation partagée des principaux risques. Il y a une obsession russe un peu exagérée en Pologne, qui n'est pas celle que nous partageons en Italie, en France, ou bien sûr en Espagne.
En plus, en Espagne, on se souvient quand même de l'aide de Staline aux républicains espagnols. Donc, Joseph Borrell, un jour, discute avec son ancien homologue polonais des affaires étrangères, hein, l'actuel patron du service européen d'action extérieure, déjà cité, et lui dit « Vous, en Pologne, les Américains vous protègent, nous, démocrates espagnols, les Américains protégeaient Franco. » Si vous voulez, il faut accepter cette réalité géohistorique et politique et voir comment on peut malgré tout trouver des éléments communs au-delà des divergences légitimes de l'histoire et de la géographie. Et c'est un sujet qui va revenir en force après les élections allemandes. Il y a un débat en Allemagne aujourd'hui autour du thème français de la souveraineté européenne. Est-ce qu'on compte toujours sur un équilibre entre l'accès au marché chinois qui a fait la fortune de l'Allemagne depuis 10 ans, machine-outil automobile, pas dans le photovoltaïque, et le parapluie de sécurité américain, c'est la ligne centriste de Mme Merkel, hein, ou bien est-ce qu'on se replie sur soi? Faut-il, dans la nouvelle compétition sino-américaine qui vient de se durcir ces dernières semaines, où pouvons-nous rester amis, alliés et non alignés, alors que nos amis américains nous demandent d'être alignés, comme si nous n'avions pas d'intérêt propre. Vous voyez? Donc, moi, je pense que la politique de l'Europe est peut-être dans sa géographie en termes de menaces ou de risques, mais la réponse, c'est que la géographie de l'Europe doit être dans sa politique. Et je vous laisse réfléchir à cette nouvelle expression que vous ne connaissiez peut-être pas forcément. Je vous remercie de votre attention. Voici quelques temps, monsieur l'ambassadeur, vous m'avez confié une phrase qui m'a perturbé. Vous m'avez dit « La diplomatie, c'est pas fait pour régler les crises, c'est fait pour utiliser les crises ». Pourriez-vous, en 2-3 minutes, développer avant que je fasse circuler? Bon, je dirais que ça sert aux deux. Hein. Ça sert aux deux. C'est indispensable. On voit très bien qu'une des grandes victimes collatérales du confinement, c'est la diplomatie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas négocier par visioconférence. C'est impossible. C'est un corps à corps. Il faut se voir, il faut se... En diplomatie, il y a quelque chose de très important, c'est le langage du corps. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Je l'ai vu, ça. Hein. Je l'ai vu de la part des Russes. Ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Peut-être que nous, on le fait aussi. Je me souviens une fois, quand on rentrait de Rambouillet, au château de Rambouillet, où on essayait de faire dialoguer les Albanais et les Serbes, et on fonçait sur la voie de droite de l'autoroute pour retrouver le Quai d'Orsay pour la consultation avec les autres ministres concernés à Washington, à Berlin, à Londres et à Rome, autour du Belvédère et de Madeleine Albright. Et je disais au directeur politique du Quai d'Orsay, je lui dis, écoute, je n'ai pas du tout avancé aujourd'hui, j'arrive pas à les faire parler. Et lui, il me dit, détrompe-toi, j'ai très bien travaillé avec mon collègue britannique. Pourquoi? Parce que la coopération militaire en Bosnie-Herzégovine, pour la première fois depuis très longtemps, entre les Britanniques et les Français, avait conduit progressivement à l'idée qu'on pourrait avoir des accords de coopération de défense, qui sont toujours valables. Les fameux accords de Saint-Malo. Vous voyez? Donc moi je m'occupais bêtement, enfin pas bêtement, mais de la résolution concrète d'une crise, le dialogue, et lui, il disait, moi je parle avec le Britannique parce que là on va pouvoir avancer. En fait on essaye de faire les deux. C'est vrai que je considère que depuis 2 ans le monde s'est durci, faute de rapports humains. C'est extrêmement compliqué actuellement d'avoir des réunions en face à face. Très très difficile. Et les réunions qu'on fait en visioconférence, elles sont brutales en réalité. Hein?
un diplomate français décédé, mais admirable, Jacques Andréani, dans un livre d'ailleurs que je vous recommande sur le processus d'Helsinki, Le piège, 75, disait au fond, la vie internationale est une conversation permanente. La vie internationale est une conversation permanente. Cette conversation s'appelle la diplomatie. On triche, mais pas tout le temps, car il faut être compris et comprendre. Et la seule façon, je résume ce qu'il dit, d'être compris et de prendre une décision, c'est de reconnaître l'autre qui peut être partie prenante de la décision ou du compromis. Même si parfois il faut manger avec une grande cuillère. L'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, Lakhdar Brahimi, que j'ai eu la chance de recevoir au Quai, disait il fallait parler aux talibans, même si on ne les aime pas. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que la destruction des Bouddhas de Bamiyan, c'était la victoire des radicaux après l'imposition de sanctions occidentales. C'est venu quelques semaines après. Vous voyez? Donc moi, je suis peu favorable à la méthode des sanctions, sauf cas particulier. Je suis favorable à la diplomatie au sens de conversation permanente avec des gens qui ne sont pas comme nous, qui ne partagent pas nos valeurs. Mais si on ne le fait pas, c'est quoi? C'est le rapport de force. Et actuellement, nous sommes dans une période de notre histoire internationale où le rapport de force pur, brutal, est plus important que la diplomatie. Et je vous donne quelque chose, une donnée que personne ne sait vraiment. En 200 jours, le président Biden a pu nommer un seul ambassadeur à Mexico. Le président Obama, en 200 jours, les 200 premiers jours, en avait nommé 49 et le président Bush 48. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sénateur, Ted Cruz, qui bloque les nominations au Congrès. Pourquoi? Parce qu'il est contre l'accord de Biden sur l'achèvement de l'oléoduc, du gazoduc, Nord Stream. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la diplomatie américaine n'est pas en ordre de marche. Ça veut donc dire que quelques personnes seulement prennent des décisions. D'où l'histoire australienne. Hein. Ça a été décidé par 3 ou 4 personnes. Ce n'est pas un processus normal. Il n'y a pas eu de consultation. Il aurait pu y en avoir. Vous voyez, donc on est dans une période où il faut... Et là, je ne plaide pas pour ma paroisse, moi je suis en retraite. Mais vous voyez, la diplomatie, c'est aussi important. C'est la seule réponse au pur rapport de force dans les relations internationales. Et nous en avons fait la malheureuse expérience depuis 2 ans. Donc il est urgent d'avoir des ambassadeurs américains un peu partout et de... Lorsque Lavrov humilie Joseph Borrell, le coup d'après, c'était qu'il voulait rappeler l'ambassadeur russe auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Et Poutine lui a dit, bon, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais en gros, il ne faut pas déconner. Mais vous voyez, c'était un acte de non-reconnaissance. Là, il faut reconnaître les gens, même si ça ne nous plaît pas. Alors, il y a des limites, bien entendu. De temps en temps, il faut les combattre. Il y a des limites. Mais voyez, ce que j'essaye de dire, c'est que il faut dialoguer même avec le diable. Et dialoguer avec le diable, ça se fait avec une grande cuillère. C'est un vieux proverbe, ça. Vous avez parlé de nourrir le diable avec... Qui êtes-vous? Je m'appelle Céline Caldi et je suis en prépa ENS Rennes D1, c'est-à-dire la prépa droit économie. Vous avez dit de nourrir le diable avec une grande cuillère. Plus concrètement, du coup, que pensez-vous de la gastro-diplomatie? Et par extension, est-ce que vous y avez déjà eu recours? Ah ben, dans les ambassades, il y avait la corvée du Beaujolais nouveau. Hein. Alors ça dépendait des années. Mais dans les pays où il n'y a pas de vigne, c'était toujours un grand succès. Mais bien sûr, dans les cocktails, alors surtout là où j'étais, dans les territoires de l'ancienne Union soviétique. C'est sûr que, moi je me souviens une fois, j'ai fait venir une camionnette, 2400 km réfrigérée, avec des huîtres, du fromage, voilà, pour dire la France est de retour. Et le jour de l'adhésion,
à l'Union européenne, donc le 1er mai 2004, sur la place centrale à Riga, l'ambassade de France a offert une paella gigantesque. Elle n'est pas restée très longtemps, hein. Les langoustines n'ont pas eu le temps de se sauver. Donc oui, ça existe. Bon, il ne faut pas non plus... je sais que Laurent Fabius adorait ça, sauf qu'il faisait payer les chefs et les producteurs. Hein. Oui, non, mais ça fait partie de... Ça fait partie... Ben, la meilleure réponse, c'est le livre qui vient d'être publié par Thébault, qui était chargé d'affaires à Kaboul. Et le titre du livre, c'est « Déjeuner avec les talibans ». Lisez-le. Moi, je l'ai lu. Il y a une autre source intéressante, c'est celle de Christian Lequesne, Ethnographie du Quai d'Orsay. Et dans Ethnographie du Quai d'Orsay, Christian Lequesne explique le rôle du protocole. Et pour ma part, j'avoue, j'ai appris beaucoup de choses. Donc le protocole, c'est entre autres les repas, pour rebondir sur votre question, mais c'est pas seulement ça, il montre qu'il faut des lieux, et ça rebondit sur ce que vous disiez, pour se rencontrer. Et que les petits fours, c'est pas seulement les petits fours. On apprend beaucoup dans les cocktails. Hein. Et pas des rochers. Surtout quand les couples sont séparés, on se demande où est parti le mari, alors l'épouse dit « Ah bah oui, il est parti à Abu Dhabi négocier un contrat ». Personne n'est censé le savoir. Hein. Donc il y avait des cours au Quai d'Orsay organisés par Madame Védrine sur la discrétion lors des cocktails. Vraiment, les cocktails, c'est là où on apprend beaucoup de choses. Et c'est là où on désinforme. La désinformation, c'est 90% de vrai, 10% de faux. C'est ça, Pierre? Ce qui compte, c'est les 10% de faux. Mais vous masquez ça, non pas derrière de la crème chantilly, mais derrière de la vérité. Non, mais c'est l'interaction, c'est le... Alors vous me direz, tout ça est très classique. Il y a un autre élément fondamental dans les diplomaties qui se perd un peu, c'est la correspondance. La rédaction des télégrammes, on appelle ça la correspondance diplomatique. Aujourd'hui, évidemment, ça passe par l'intranet, c'est dommage, mais les effets littéraires sont moins nombreux. Et le drame, ça a été le passage à la majuscule. Il n'y avait plus d'eux, tout était muet. Donc il y a un ambassadeur un jour qui s'est amusé à écrire un télégramme incompréhensible. Parce qu'on passait à la majuscule. Vous voyez, les mots ont un sens. Le langage est premier. Je viens d'acquérir tout à l'heure, avant d'arriver, le livre de Jean Birnbaum, qui doit s'appeler, j'ai oublié le titre, mais je l'ai là, Pierre. C'est sur, non, c'est sur la nuance. C'est une critique des réseaux sociaux où la nuance se perd et on vous oblige, on vous dit, on vous soupçonne d'être dans un camp, de faire le jeu de quelqu'un. Jean Birnbaum, le directeur du Monde des Livres. Je vais vous donner le titre. Je crois que c'est la stratégie de la nuance ou l'art de la nuance. Ça, c'est la diplomatie, la nuance. Merci. Une autre question d'étudiant. Bonjour. Bonjour. Marceau Pérec pour ma part, étudiant en master en géopolitique. Alors j'aurais juste une question peut-être un peu plus scientifique. Donc on a parlé, vous avez parlé au tout début de la géopolitique allemande, dont ça a été discrédité par les nazis. Alors on sait qu'en France et plus tard aux États-Unis, une autre école géopolitique est revenue. Mais l'Allemagne a toujours été un peu frileuse de relancer, on va dire, en quelque sorte, une école géopolitique. Est-ce que vous savez pourquoi, par rapport aux États-Unis et en France, il y a encore cette frilosité, si j'ose dire? Merci. Oui, alors c'est vrai, même si le terme n'est plus tabou maintenant, hein, c'est quand même une Allemande, ancienne ministre de la Défense, nouvelle présidente de la Commission européenne, qui dit qu'il faut que nous ayons une commission géopolitique. Non, oui, mais au niveau universitaire, oui, même la géographie est relativement suspecte. Hein. Il y a eu, vous le savez, 2 manuels franco-allemands d'histoire, et j'avais proposé, lors d'un conseil des ministres franco-allemands, un manuel
commun de géographie de l'Europe. D'abord, le conseiller du président de la République, sans doute sorti de Sciences Po, a remplacé géographie de l'Europe par histoire de l'Europe, dans les attendus, mais ça a quand même été décidé, sauf qu'on n'a jamais pu le faire, parce qu'il y a un programme de géographie différent par land en Allemagne. Donc on n'a jamais pu le faire. Donc il y a clairement, moi j'ai eu des dialogues avec des historiens sur ces questions-là, notamment Karl Schlegel, mais lui il pensait plutôt à la centralité. Il y a tout un débat en Allemagne, au-delà de Haushofer, sur la position centrale de l'Allemagne, le Mittellage. Et c'est vrai que c'est sa position, c'est-à-dire que Kohl disait notre grand voisin, la Russie. Quand vous êtes polonais, vous n'aimez pas ça. Mais c'est comme ça, c'était là. Parce que les rapports entre la Prusse, l'Allemagne, la Prusse, Berlin est en Prusse, hein, et la Russie, c'est quand même absolument structurant dans l'histoire de l'Allemagne. C'est structurant pour le pays meilleur ou surtout pour le pire. Donc, lorsque Karl Schlegel, qui est professeur à l'université de Francfort-sur-Oder, l'université Vidrinia en plus, a écrit son ouvrage « Le centre est à l'Est, Europe en transition », il y a eu des débats extraordinaires en Allemagne. Et nous avons eu la chance d'en débattre à Münster, la ville des traités de Westphalie de 1648. Donc il y a encore un tabou qui n'est pas levé, mais après tout, ce n'est pas le seul. Le mot puissance ne marche pas, le mot autonomie stratégique n'est pas accepté. Il y a un mot qui commence à être, enfin une expression qui commence à être acceptée par le ministère allemand des Affaires étrangères, c'est le mot souveraineté européenne, prononcé par le président de la République française dans son discours de la Sorbonne en 2017. 2017, oui. Parce que, mais là encore, moi j'ai eu une réunion sur ce sujet ce matin très tôt, il y a débat en Allemagne sur ce qu'il faut faire avec les États-Unis. Merkel dit qu'il faut que l'Allemagne prenne son destin en main, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que les intérêts de l'Allemagne ne sont pas dans une confrontation avec la Chine. L'Allemagne ne considère pas que la Chine est un rival systémique de l'Europe, sauf dans le domaine des investissements stratégiques, des industries stratégiques, et dans le domaine du cyber, si vous voulez. Et donc, c'est vrai qu'il y a un dilemme allemand, mais qui est partagé. Non, dans le domaine académique, oubliez, il n'y a pas de débat là-dessus en Allemagne. Un tout petit peu en Italie. Au Royaume-Uni, pas beaucoup, on préfère le mot stratégie, mais enfin, le terme ne pose pas de problème. Aux États-Unis, il est utilisé, mais un peu à tort et à travers. En Finlande, bien sûr. Au Canada, très peu. En Israël, bien entendu. Et en Iran. Et en Iran. En Iran, les géographes ont une position très forte dans l'appareil d'État. Les gens qui ont une formation de géographe. La vice-présidente iranienne a une formation de géographe. L'ancienne vice-présidente. Donc, en fait, géopolitique en Pologne, on peut faire il y a tout un travail à faire sur la géographie de la géopolitique et de la géographie politique. Hein. Il y a tout un travail à faire. Alors, moi, on ne m'a pas posé la question, mais je réponds. Vous savez, De Gaulle disait, on m'a posé une question, on m'a pas posé de question, mais pourquoi je n'emploie pas le mot géopolitique? D'abord parce que je trouve qu'il est employé tout le temps, à tort et à travers, par des gens qui ne sont pas géographes. Donc, quand vous regardez un peu leurs analyses, le géo se perd en route. Le géo se perd en route. Il reste les relations internationales. Et si la géographie reprend le politique dans son champ de compétences, dans son périmètre de compétences, on n'a plus besoin du mot géopolitique. C'est pour ça que j'ai choisi géographie politique. Et ce qui me permet de reprendre les formules napoléoniennes, gaulliennes et gottmaniennes. Géographie et politique. Il faut travailler sur cette interaction. Je n'ai pas prononcé le mot géopolitique jusqu'à maintenant, volontairement. Parce qu'il a perdu son sens. Il a perdu son efficacité. Ça devient une marchandise. Oui. Bonjour Monsieur l'Ambassadeur. Merci pour ce moment que vous partagez avec nous. Et j'ai eu l'occasion de lire votre livre aussi,
Lequel? Celui-ci? Celui-là. Bravo. Avec grand intérêt, puisque... Ça vous a fait mieux dormir, j'espère. Non, ça m'a inspiré, parce que je suis moi-même géographe, mais porté sur l'urbanisme et l'aménagement régional. Et j'étais intéressé par un point qui pourrait aussi peut-être intéresser des étudiants ou des personnes qui ont un parcours universitaire, au moment où vous parlez de votre travail doctoral. Et je trouverais aussi intéressant de connaître la décision ou le moment où vous avez engagé ces travaux de recherche, parce que dans une carrière où on réalise des rapports, on fait de la consultance, à un moment donné aussi il faut l'organiser ce moment. Et voilà, je voulais que... Oui, bah, je peux en dire deux mots rapidement. Je peux en dire deux mots. Bon, ben, c'est la suite de cette découverte du mot géopolitique en travaillant en Amazonie. Quelqu'un me signale à Brasilia ce texte, Geopolítica do Brasil, du général Golbery, qui dirigeait la Sorbonne brésilienne, qui était l'école de guerre sur modèle français. Et donc, quand je reviens voir mon professeur, qui n'était d'ailleurs pas mon directeur de thèse, j'en avais pas à ce moment-là, parce que je n'avais pas le temps de faire une thèse, je n'avais pas les moyens de faire une thèse, financiers, etc., etc. Je lui dis simplement, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas les francs pionniers agricoles. Hein, vous le café, moi le soja. Hein, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la géographie politique, ou la géopolitique. Et donc je suis passé mentalement des francs pionniers aux frontières. L'idée de frontière est née à ce moment-là. Ensuite, bon, ma thèse s'intitule « Fronts et frontières dans les pays du tiers-monde », mais en géographie en général, on fait des études de cas. Alors comme je ne suis pas du genre à me laisser enfermer pendant 30 ans dans l'étude du même pays, j'ai utilisé les moyens que me donnaient les travaux de consultance, les moyens financiers, j'allais au Mexique et je faisais ensuite une mission au Nicaragua. J'allais au Zimbabwe pour le PNUD et j'allais passer ensuite du temps dans des universités sud-africaines pendant l'apartheid pour travailler sur la géographie de l'apartheid. En Israël, c'est différent, c'est un étudiant pied noir à Lyon que j'avais aidé à faire son alia, financièrement, encouragé d'ailleurs. Et en échange, je lui ai dit, vous me mettez en contact des géographes israéliens. Et je suis tombé sur un géographe qui a une histoire à l'israélienne, dramatique, qui était l'homme des implantations. J'ai eu de la chance. Puis les affaires afghanes, j'ai fait plusieurs missions dans une ONG et j'en ai profité pour travailler sur la ligne du rang. La ligne afghano-pakistanaise, frontière jamais reconnue par les talibans, parce qu'elle traverse le monde pashtun. D'où la politique pakistanaise d'intervention permanente en faveur d'islamistes radicaux qui ne posent pas de questions nationales. C'est ça la raison du truc. Et j'en ai fait ma thèse, si vous voulez. Donc je suis passé des francs pionniers, qui était le truc classique de la géographie latino-américaine, à quelque chose de beaucoup plus géopolitique, osons le mot. Hein. C'est comme ça que ça s'est fait dans les années 84-85, que j'ai soutenu en Sorbonne en décembre 86. Et après j'ai fait un livre, parce que l'éditeur chez Fayard, Éric Ville, qui est maintenant chez Gallimard, m'a dit « personne ne parle de ces sujets ». Il faut continuer, donc j'ai ajouté un chapitre Amérique du Nord, j'ai ajouté un chapitre Europe, j'ai ajouté un chapitre Union soviétique, j'ai laissé tomber 150 pages sur l'Afghanistan en pensant que je le ferais plus tard, et j'ai sorti Fronts et frontières en 88. Voilà. Et avec ça, j'ai bien vu que ça craquait en Allemagne. C'était clair, ça se sentait. Il y avait déjà des problèmes de minorité en Hongrie, en Roumanie, en Yougoslavie. Vous voyez, il y a des choses qu'on sent. Voilà, et la transition a été faite vers un autre livre dont je serais très fier, qui est Fragments d'Europe, 93.